Une fois qu'une crise d'angoisse elle est lancée, elle est lancée. Il faut l'accepter en fait, laisser venir ses émotions. C'est ça, il faut juste la laisser vivre, se dire qu'on ne va pas mourir, parce que très souvent il y a cette idée-là, c'est de se dire que ça va passer. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy étudiants qui libère la parole sur la santé mentale. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce 2e épisode de Cavan et aujourd'hui, je suis accompagnée de Jérôme Lassinga, psychologue clinicien et art thérapeute. Dans cet épisode, Jérôme va nous parler de son métier de psychologue, mais aussi plus particulièrement de l'anxiété et de l'art-thérapie. Il va répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser et vous partager ses conseils. Bonjour Jérôme et merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Du coup, on va commencer avec une première question. Je la pose à tous les invités pour démarrer et je trouvais intéressant de vous la poser aussi. Elle est toute simple, c'est comment ça va et si vous étiez une émotion, laquelle vous seriez ? Alors, je vais plutôt bien. Je suis très content d'être ici. Donc, je dirais que je ressens de la joie. Mais je suis aussi un peu stressé. Donc, voilà, j'ai un petit peu peur. Du coup, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Donc, je m'appelle Jérôme Lassinga. Je suis psychologue et art thérapeute. J'exerce en cabinet libéral au Mureau, donc dans les Yvelines, et je fais partie du dispositif de santé psy étudiant depuis sa création. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément de votre métier, notamment psychologue clinicien ? C'est quoi la différence avec peut-être d'autres psychologues, d'autres spécialités ? En fait, le psychologue clinicien, comme tous les psychologues, a fait 5 ans d'études, sauf que dans les 2 dernières années, il a vu un peu plus précisément que les autres psychologues, ce qu'était, on va dire, la clinique et le soin de la personne. Vous avez d'autres spécialités en psychologie. Je pense par exemple au psychologue social qui va étudier beaucoup plus les phénomènes sociaux, les psychologues par exemple du travail, qui vont, eux, centrer leur spécificité sur le travail. Ben voilà, le psychologue clinicien, lui, va centrer son travail, du coup, sur la personne. Et quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre ? Alors, le psychologue n'est pas un médecin. Le psychiatre est un médecin. C'est-à-dire que le psychiatre, lui, a fait ses années de médecine et une spécialité en psychiatrie. Donc, le psychiatre, lui, peut prescrire des médicaments, chose que ne peut pas faire le psychologue. Et comment on fait pour savoir justement si on doit aller voir plutôt un psychologue ou un psychiatre ? Est-ce qu'on est dirigé par un médecin ou par le psychologue qui peut nous dire... Exactement. Alors, c'est vrai que de première instance, généralement, quand on a un souci, on va en parler à son médecin généraliste. Et c'est lui qui, en fonction de la gravité et de la chronicité aussi du problème, va peut-être davantage orienter vers un psychiatre ou un psychologue. C'est-à-dire que si on a des souffrances qui sont vraiment très paralysantes au quotidien, on va en première instance se diriger vers un médecin psychiatre qui sera à même, lui, de proposer un traitement adapté ou une hospitalisation. Et du coup, quelles sont les études pour devenir psychologue ? Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ce métier-là ? Alors, les études pour devenir psychologue, donc c'est des études universitaires, hein, donc 5 ans à la fac. Donc, jusqu'à la licence, en tout cas, de psychologie, voilà, tout le monde peut accéder à ces études-là. Et à partir de la licence, il y a une sélection qui est faite sur concours. Donc voilà. On peut aller jusqu'au doctorat aussi pour ceux qui s'orientent vers davantage de recherche. Et moi, ce qui m'a motivée pour devenir psychologue, alors au démarrage, je voulais pas, je savais même pas ce que c'était un psychologue réellement. Je voulais travailler dans l'univers du dessin, de la peinture, sans trop savoir quoi faire. Et puis, j'ai fait des études, alors à l'époque, c'était le bac scientifique. Et en dernière année, j'ai découvert la philosophie. Et en fait, c'est un prof qui nous a parlé de psychanalyse un petit peu quand on parlait du conscient, de l'inconscient, etc. Et ça m'a passionné. Et à partir de là, je me suis dirigé davantage sur des recherches autour de la psychologie et puis des études en psychologie.
Et donc vous êtes aussi engagé, on le disait tout à l'heure en introduction, avec le dispositif Santé Psy étudiant. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif qui permet à tous les étudiants de bénéficier chaque année de 8 séances gratuites et sans avance de frais auprès d'un psychologue. Pourquoi c'était important pour vous, justement, de venir en aide aux étudiants et de vous engager dans ce dispositif-là ? Alors, en fait, ça a commencé pendant le Covid. C'est vrai que l'appel a eu lieu à ce moment-là. Et on voyait... Alors, pas mal dans les reportages télé, pas mal d'étudiants qui étaient quand même assez en souffrance et assez isolés. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce problème-là en me disant, voilà, un psychologue, pendant le Covid, on ne peut pas faire grand-chose hormis recevoir des gens et écouter leur détresse et leur apporter de l'aide et du soutien. Donc, quand le gouvernement a ouvert ce dispositif-là, je me suis dit que c'était quand même intéressant et puis c'était un moyen de participer à ce qui se passait dans le pays. Et puis, au fur et à mesure des rencontres des étudiants, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément que des souffrances liées à la situation de crise qu'on a connue, mais que ces souffrances, elles pouvaient être liées à tout un tas d'autres facteurs. Et c'est pour ça que je pense que je suis resté aussi dans ce dispositif-là. Et donc maintenant, je crois que ça fait à peu près 3 ans, je pense, que vous devez être engagé dans le dispositif. Est-ce que vous voyez que vous avez de plus en plus de demandes et que les étudiants sont de plus en plus en demande de cet accompagnement ? Oui. Alors déjà, ils sont plus informés. Donc, c'est vrai qu'au démarrage, le dispositif n'était pas très connu. On ne savait pas trop comment ça se mettait en place. Et puis, c'était soumis finalement à conditions. C'est-à-dire que je crois que tous les 6 mois ou chaque fin d'année, c'était un peu plus en test. On ne savait pas si ça allait perdurer ou pas. Donc, que dire aux étudiants qu'on avait commencé à suivre ? C'était très, très compliqué. Et là, depuis que c'est pérennisé, c'est vrai que les étudiants sont mieux informés. Très souvent, ils sont informés par la médecine universitaire ou leur médecin généraliste, d'ailleurs. Et donc, ils viennent plus facilement. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les étudiants, il y a Santé Psy étudiants, bien sûr, mais il y a aussi les CMP qui existent, aussi les BAPU qui proposent des consultations gratuites. Donc, des fois, les délais d'attente sont un peu longs, mais voilà, il y a aussi d'autres choses, d'autres structures qui peuvent exister. Et aussi, je crois, certains psychologues qui pratiquent des prix parfois quand ils reçoivent les étudiants pour essayer de s'adapter un peu à leurs contraintes financières. Voilà, donc je voulais rappeler qu'il y avait aussi d'autres dispositifs et d'autres aides qui pouvaient exister. Quels sont les signes qui peuvent me dire qu'il faudrait que j'aille consulter et qu'il serait temps peut-être de passer le cap ? Très souvent, c'est quand on n'y arrive plus. En fait, quand on arrive à gérer finalement ces problématiques, ces troubles, etc., et que ça ne vient pas empiéter dans le quotidien, il n'y a pas toujours raison à aller consulter. Mais il y a toujours un moment de rupture. Et ce moment de rupture, on ne sait jamais quand il arrive. Je pense souvent aux personnes, par exemple, qui sont en souffrance. Alors, je rencontre des personnes qui sont en souffrance au travail ou des choses comme ça. C'est vrai qu'elles décrivent un moment où j'ai tenu, j'ai résisté jusqu'au moment où j'arrivais plus à me lever du lit. Et j'ai eu des étudiants comme ça qui tenaient, qui m'expliquaient... sur le trouble anxieux ou sur des éléments dépressifs, qu'ils arrivaient à tenir jusqu'au moment où ils n'ont pas réussi à aller en cours, ils n'ont pas réussi à se lever. Je pense qu'à ce moment-là, il faut se poser des questions. C'est-à-dire quand à la fois la tête nous dit que là, ça ne va plus, mais aussi le corps. C'est-à-dire quand le corps commence à manifester des choses. Et ça peut être, comme je vous dis, autant de la fatigue, mais ça peut être aussi, je pense à des manifestations corporelles comme de l'eczéma ou des choses comme ça qui deviennent très importantes. Bon, là, il faut se poser la question de ce qui se passe. C'est vrai que souvent, on attend un petit peu parce que des fois, on ne se sent pas trop légitime. On dit, mais c'est pas grave, ça va passer, il y a quand même plus grave. Ok, je me sens un peu déprimée. Et du coup, est-ce que vous conseillez justement, dès qu'on commence quand même à trouver qu'on ne va pas très bien, avant d'arriver à ce stade d'avoir des symptômes physiques, quand même se poser la question de passer le cap ? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se poser la question, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, peut-être à en parler à son médecin généraliste aussi. Mais il ne faut pas se dire non plus que le psychologue va être la solution, la solution magique. Et parfois, vous avez des gens qui n'ont pas forcément besoin je pense que c'est important de le rappeler, qui n'ont pas forcément besoin de consulter un psychologue, mais qui vont trouver des outils ailleurs. Et concrètement, aujourd'hui, je prends la décision d'aller voir un psychologue. Comment je trouve un psychologue et comment je le choisis ? Alors, la manière classique, c'est l'annuaire et on se réfère au psychologue qui est autour de chez nous. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors,
on en revient toujours pareil à peut-être demander des renseignements à son médecin généraliste qui peut travailler avec certains psychologues. Demander aussi peut-être à des proches en qui on a confiance, qui peuvent donner comme ça des coordonnées plus facilement, parce que c'est vrai que c'est toujours plus simple d'être conseillé par quelqu'un dont on a confiance plutôt que de prendre l'annuaire et de se dire tiens, je vais consulter tel type de professionnel. Autre question, c'est vrai que des fois on choisit un psychologue, on ne le connaît pas toujours dès le départ, donc c'est un peu au petit bonheur la chance, on va le voir et ça se passe bien ou ça se passe pas forcément, enfin c'est pas que ça se passe mal mais le feeling passe pas, on n'est pas compatible. Est-ce qu'on peut changer de psychologue? Est-ce que le psychologue ne va pas le prendre mal justement si on lui dit voilà, j'aimerais tester avec quelqu'un d'autre? Alors déjà, voilà, la rencontre avec le psychologue, c'est une rencontre, donc on est dans une relation avec quelqu'un. Si je dois prendre le plan du travail psychologique, on va parler de transfert et de contre-transfert. Et il faut vraiment qu'il y ait une alliance de travail qui se mette en place, donc qu'il y ait une confiance mutuelle qui puisse se mettre en place entre le patient et son thérapeute. Et parfois, on peut aller voir 2-3 psychologues avant de trouver le bon, mais parce que la base, c'est la relation. Et le psychologue, il n'est pas censé le prendre mal. Ça, c'est important de le dire. Lui, c'est un professionnel du soin. Il est censé travailler sur ça aussi, sur le transfert et sur ce que lui renvoie le patient. Et donc, quand on décide de prendre rendez-vous, est-ce qu'on doit dire des choses particulières? Est-ce qu'on doit déjà exposer nos problèmes au psychologue? Alors, ça peut être bien, effectivement, déjà de dire comment la personne s'est orientée vers le psychologue. Et effectivement, peut-être de commencer à élaborer autour de ce qui l'amène à consulter, parce que ça peut à la fois permettre au psychologue de se dire oui, je peux vous accompagner ou pas, et dans ces cas-là, je vous oriente vers quelqu'un d'autre, parce qu'il faut aussi se dire quel type d'accompagnement est recherché. Et ça, c'est important aussi, puisque vous avez des psychologues, mais il y a, je ne sais pas combien de psychothérapies qui sont pratiquées, envisageables, etc. Donc, autant vous avez celle qu'on voit peut-être le plus, ou dont on entend parler le plus, c'est la psychanalyse. Mais à partir de là, vous avez aussi des thérapies cognitives et comportementales, vous avez des thérapies familiales, vous avez des thérapies qui vont passer par d'autres médias, par l'écriture, la peinture, la musique. Voilà, il y a tout un panel de thérapies qui existent. Et c'est important aussi que la personne, elle puisse être informée de ça. De savoir aussi le thérapeute, il utilise tels outils, est-ce que ça peut vous convenir ou pas? Et donc là, j'ai pris mon rendez-vous, ça y est, j'ai trouvé mon psychologue et je dois aller à ma première consultation. C'est pareil, c'est quelque chose de très flou. Aujourd'hui, on n'a pas trop de visibilité là-dessus. À part, c'est vrai que moi, je me réfère beaucoup aux séries, aux films où on va voir le patient. Et comment ça se passe justement une première séance? Est-ce que c'est vraiment, j'arrive, je m'allonge sur un divan et je parle ou je ne parle pas? C'est vrai que des fois, on a un peu la pression de se dire... moi, je me suis déjà entendu dire, mais pareil, je vais arriver, j'aurai rien à lui dire, ça va être un blanc. Comment ça se passe, cette première séance? Alors, je vais vous parler de mon cas personnel et après, je vais essayer d'élargir un petit peu. Une première séance avec moi, ça se passe... Voilà, on est assis en face à face et effectivement, on va discuter, déjà de se présenter. Moi, je représente un petit peu le cadre de la thérapie. Je rappelle aussi que c'est confidentiel, qu'il n'y a pas de jugement de ma part. Voilà, vraiment de remettre un cadre bienveillant. Et puis après, je pose quelques questions au patient pour le mettre à l'aise. Maintenant, vous avez des thérapeutes qui vont opter, alors c'est même pas opter, mais on va dire dans ce qu'on va appeler la psychanalyse pure et dure. Effectivement, vous êtes sur le divan. Très souvent, le psychanalyste, c'est ce qu'on peut voir dans les séries télé, il est à côté, voire derrière le divan, et il va finalement être peu dans l'échange avec son patient. Mais là, du coup, il y a une recherche beaucoup plus profonde dans le discours. Il y a vraiment des choses qui vont se passer dans cette dynamique-là. Et puis, vous avez d'autres types de thérapies où on va vous demander de remplir un certain nombre de questionnaires, peut-être de commencer à remplir des grilles, etc., pour identifier certaines problématiques qui sont abordées par le patient, mais aussi qui ne sont pas forcément abordées. Donc, en fait, voilà, il y a des panels qui sont très, très différents.
Au-delà du choix du psychologue et du feeling qu'on peut avoir et de la relation, il y a aussi le style, entre guillemets, de thérapie et de technique qu'il va utiliser, ou qu'il faut prendre en compte, même si on aime beaucoup notre psychologue, peut-être que la solution voilà, c'est ça. Cette méthodologie qu'il va utiliser, elle va avoir un impact sur différentes choses. C'est-à-dire que, autant si on s'oriente vers un travail plus psychanalytique, ça va être un travail qui va être censé être beaucoup plus long, puisqu'il y a vraiment un travail de profondeur sur les sources, les origines de ce qu'on peut ressentir et des problématiques qu'on peut percevoir aujourd'hui. Si on veut un travail plutôt bref, on va s'orienter vers des thérapies dites brèves, dont notamment les thérapies cognitives et comportementales, où là, il y a un nombre de séances qui peut être prédéterminé avec des exercices qui sont réguliers. Mais c'est une thérapie qui nécessite beaucoup plus, pas d'engagement, je ne veux pas dire ce terme-là, mais qui va nécessiter en tout cas beaucoup plus d'investissement de soi entre les séances. Alors que la psychanalyse, il y a un investissement de soi qui est important, sauf que on ne va pas le formaliser par des exercices à faire. C'est-à-dire que quand on ressort de la séance, très souvent on ressort avec d'autres questionnements, et c'est ça, c'est entre chaque séance, c'est ces questionnements-là qui vont venir trotter dans la tête et qui vont faire que le travail va se faire. Et au niveau de la fréquence, est-ce que c'est du coup mon psychologue qui va décider un peu de la fréquence de nos séances, ou est-ce que moi, demain, il m'est arrivé quelque chose je me sens vraiment pas très bien, je peux dire j'ai besoin de vous voir là Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que à l'issue du premier entretien, en général, on se fixe un timing ensemble. C'est-à-dire que effectivement, s'il y a une grosse, on va dire des grosses problématiques, il faut peut-être resserrer les rendez-vous et du coup se voir de manière très régulière, peut-être une fois par semaine ou tous les 15 jours. Puis finalement, si on sent bien que pour le moment, on sent bien que la personne, c'est pas trop le moment, elle est encore hésitante, on peut lui proposer un rendez-vous dans 3 semaines et puis voir comment elle réagit. Et puis, finalement, c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on peut très bien démarrer tous les 15 jours, à un moment donné se voir une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois parce que ça va mieux. Puis d'un seul coup, on ressent qu'on a une autre difficulté qui émerge et on a besoin de ressolliciter le psychologue un peu plus régulièrement. Et comment je fais pour savoir que ça fonctionne ? Est-ce que parfois je vais me dire, mince, mais en fait ça n'a pas d'effet, j'ai l'impression que finalement je discute, je me confie, mais... C'est possible. Mais est-ce que ça fonctionne ou pas ? Alors effectivement, c'est possible. C'est-à-dire qu'à des moments, on peut se dire, mais en fait, voilà, j'ai parlé, mais il ne s'est rien passé. Enfin, il n'y a rien, voilà, il y a rien de concret qui émerge. Et puis, au bout de 5, peut-être, ou 3 ou 5 séances, on sent bien que là, on dort mieux, ou on mange un peu mieux, où on arrive à sortir de chez soi. Enfin, il y a des petites choses qu'on peut observer, où les gens qui sont autour de nous font remarquer. En fait, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Enfin, voilà. On sent bien qu'il, finalement, même si soit on ne ressent pas forcément de changement, peut-être que les autres vont le remarquer. Après, moi, ce que j'entends souvent, c'est déjà au bout de la première séance, qui est, comme je rappelle, une séance de rencontre, finalement, les gens reviennent et disent « La dernière fois, j'ai beaucoup parlé et ça m'a soulagé. » Et juste ça, déjà, il s'est passé quelque chose. Après, peut-être pendant 2-3 séances, il ne va pas se passer grand-chose. Et les personnes, il ne faut pas qu'elles hésitent à le dire à leur thérapeute. Voilà, j'ai l'impression que je parle, mais il ne se passe rien. Et puis des fois, il y a ce qu'on va appeler des insights. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans l'échange, dans la discussion, il va se passer quelque chose et la personne va prendre conscience de quelque chose. Elle va faire un lien et elle va voir que peut-être ses symptômes sont moins intenses. Et aujourd'hui, on le voit qu'il y a quand même encore un peu un tabou. Beaucoup de jeunes n'osent pas passer le cap par peur un peu du jugement. C'est vrai qu'on se dit « Ah, mais si je vois un psychologue, est-ce que ça veut dire que je suis fou ?» Et ça reste quand même si la parole c'est beaucoup libéré. Qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à ces personnes qui n'arrivent pas à passer le cap par peur du jugement, par un peu de honte ? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est-à-dire qu'aller voir le psychologue, ça veut dire que je suis fou. Déjà, ils ne sont pas fous. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être fou ? Enfin voilà, parce que même quand on est hospitalisé, on ne peut pas dire qu'on est fou. On a une problématique qui nécessite peut-être un soin plus intense, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est fou. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'il faut passer outre le jugement, sachant que finalement, si on n'a pas envie d'en parler autour de soi, on n'est pas obligé, mais on peut au moins tester d'aller voir un professionnel, un psychologue
pour déjà voir comment ça se passe pour soi et si ça nous fait du bien. Les troubles anxieux aujourd'hui, c'est les troubles mentaux les plus courants dans le monde. Et l'assurance maladie nous dit qu'en France, 1 personne sur 5 sera justement touchée par des troubles anxieux au cours de sa vie. Donc c'est quand même énorme. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un trouble anxieux? Et est-ce que anxiété et trouble anxieux, c'est la même chose? J'ai envie de revenir un petit peu au démarrage de cette interview. Vous me demandiez sur quelle émotion j'étais. L'anxiété, comme le trouble anxieux, ça relève finalement de la peur. Donc la peur, c'est quelque chose, c'est une émotion qui est normale, qu'on ressent tous et qui vient finalement prévenir d'un éventuel danger. Maintenant, quand on ressent des inquiétudes, on va dire que c'est normal. On ressent de l'anxiété, on va dire qu'on est à un niveau un petit peu plus au-dessus. C'est-à-dire que l'anxiété, elle va venir envahir un peu la personne, peut-être l'empêcher de réfléchir, de se concentrer. Et si ça grimpe en termes d'intensité, effectivement, on va pouvoir partir sur de l'angoisse et peut-être des crises de panique. Comme on peut l'entendre. Donc vraiment ce qu'on va appeler la crise d'angoisse, qui est, je pense, à son extrême, c'est-à-dire des symptômes qu'on va assimiler soit à une crise cardiaque, le cœur qui accélère, les tremblements, les suées, et parfois des malaises. Et là, on voit bien que ça devient très envahissant. Donc, en fait, l'anxiété, on va dire qu'on va la rapprocher d'inquiétudes un peu plus intenses, et le trouble anxieux, on va le rapprocher de quelque chose qui est plus proche de l'angoisse, quelque chose d'envahissant, et qui vient finalement nous pénaliser dans nos actes et dans nos gestes de la vie quotidienne. Et donc, est-ce qu'on est anxieux de naissance ou c'est quelque chose qui peut venir au cours de notre vie? On n'a jamais été anxieux et tout à coup, on a 35 ans, 40 ans et on se découvre de l'anxiété. Eh bien, j'ai envie de vous dire les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez beaucoup de gens qui viennent consulter pour des troubles anxieux et qui révèlent qu'ils sont anxieux depuis tout petit, qu'ils ont toujours ressenti cette sensation-là assez envahissante. Et puis, vous avez des gens qui, pour n'importe quelle raison, vont développer des troubles anxieux sans jamais avoir rencontré de situations anxieuses auparavant. Et ça, je pense notamment à des personnes qui ont vécu des traumatismes, qui vont développer finalement de l'anxiété confrontée à certaines situations. J'allais vous demander, est-ce qu'il y a une raison particulière qui pouvait déclencher et entraîner des troubles anxieux? Donc vous avez parlé des traumatismes. Alors oui, c'est les exemples là que je vois actuellement. Dire des gens qui ont vécu des traumatismes de type agression, qui ont vécu des violences aussi, peuvent développer des troubles anxieux sans jamais avoir ressenti d'anxiété auparavant. Et puis vous avez également des personnes qui vont subir pendant un certain temps parfois des humiliations, comme dans le cadre de souffrances vécues au travail, même à l'université. Vous avez des jeunes qui se sentent assez mal face à certains professeurs. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, à partir de là, va se créer une situation anxieuse. Finalement, un jeune confronté à un prof qui va l'humilier constamment en cours va pouvoir développer un sentiment anxieux spécifiquement avant d'accéder à ce cours, avant d'entrer en cours, mais cette anxiété va pouvoir après se généraliser à l'ensemble des cours. Tout le travail de la psychothérapie, ça va être d'aider cet étudiant à déconstruire ce schéma acquis finalement de pensée. Et donc l'anxiété, c'est un mélange en fait de peur réelle, puisque son professeur, et de peur imaginaire qui du coup amplifie... Tout à fait. En fait, le trouble anxieux, vous avez tout un panel. C'est-à-dire autant vous avez des anxiétés qui prennent leur source sur des peurs réelles, comme là cet étudiant et son cours à la fac. Et puis, vous allez avoir des anxiétés qui vont se développer sur des peurs imagées, comme par exemple, de toute façon, je vais aller à ce rendez-vous, mais je vais être en échec, je vais le rater, et du coup, ça va générer des peurs extrêmes. On le voit parfois aussi dans les relations avec les autres, où on peut être amené à se renfermer sur soi-même parce que justement, on va avoir plein de pensées intrusives qui vont dire « mais qu'est-ce que j'ai dit? Il va penser ça. » Ouais, je vais être ridicule, je vais me tromper. Enfin, de toute façon, les gens ne vont pas venir me parler, vont pas m'aimer, vont pas m'apprécier, etc. Ouais, tout à fait. Et donc, quels sont les symptômes justement de l'anxiété? Alors, il y en a
divers, mais effectivement, vous avez comme ça les ruminations mentales, hein, donc ces injonctions un petit peu qui vont interférer et qui vont arriver comme ça dans des situations de groupe, par exemple. Vous avez, alors, physiquement parlant, on va pouvoir observer des tremblements, on va pouvoir observer des douleurs. Alors, très souvent, les gens disent qu'ils ont une boule dans le ventre ou une boule à la gorge, hein, ils sentent ça. Dans les cas les plus extrêmes, on va avoir une crise d'angoisse, une crise de panique avec le cœur qui s'accélère, les tremblements, les suées, jusqu'à pouvoir faire un malaise. Et puis après, les troubles anxieux peuvent se manifester d'autres façons, et je pense notamment au TOC. On n'en parle pas beaucoup, donc les troubles obsessionnels compulsifs, qui vont venir finalement, c'est le corps ou la tête qui va venir exprimer une anxiété de manière un petit peu très contraignante. Hein, donc les troubles obsessionnels, on va très souvent entendre parler des gens qui se lavent les mains de manière compulsive, qui vérifient les portes à longueur de temps, mais aussi on oublie que ça peut venir par des pensées. Et on peut avoir des gens qui vont avoir des pensées très agressives sans comprendre pourquoi, et qui va générer finalement une anxiété imagée, hein, puisque là, il n'y a rien qui dit que cette personne, elle va agresser quelqu'un, mais qui vient finalement perturber la personne dans son quotidien. Et comment je peux faire la différence entre un coup de stress, parce que un examen, un rendez-vous pro, c'est forcément toujours un peu stressant, et un trouble anxieux. Comment je fais pour savoir que c'est vraiment au-dessus du stress ? En fait, le stress, il va venir très ponctuellement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, vous avez une situation très précise. Je vais à un rendez-vous professionnel, je me rends à un examen. Je sens que je tremble un petit peu, que j'ai cette boule qui vient au ventre. Mais une fois qu'on y est, finalement, ça passe. On voit que ça se passe bien et ça passe. Et même si ça se passe mal, finalement, ce stress-là, il passe de lui-même. L'anxiété et le trouble anxieux, ça va pas partir comme ça. Et très souvent, la personne peut manifester des comportements d'évitement, c'est-à-dire que on va pas se rendre au rendez-vous, on va tout faire pour rater le rendez-vous professionnel. On ne va plus se rendre à la fac. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être possibles. Ou quand elle est confrontée au problème, elle va faire une crise de panique. Et quand je sens la crise d'anxiété monter, l'angoisse, est-ce qu'il y a des petits conseils, des petites choses... Je sais qu'on entend beaucoup parler de la méditation ou d'exercices respiratoires. Oui, alors, effectivement, là, moi, je vais citer Christophe André, qui est médecin psychiatre, qui a beaucoup travaillé sur les effets de la méditation, ce qu'on va nommer méditation de pleine conscience en psychologie, sur effectivement l'anxiété et la dépression. Sauf que c'est pas miraculeux. Il faut pas s'attendre à se dire je fais un peu de méditation et ça va mieux. En fait, la méditation, il faut le voir comme un sport, c'est-à-dire qu'il faut s'y atteler tous les jours, sans forcément ressentir l'anxiété. Si vous faites juste un peu de respiration au moment de la crise d'angoisse, ça ne va pas changer grand-chose. Hormis, ce que moi je conseille aux patients, c'est vraiment au démarrage d'une crise, c'est faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Alors il y a des applications pour ça, hein, c'est une espèce de petite bille finalement qui monte et qui descend, et il faut caler sa respiration sur les mouvements de cette bille-là. Une fois qu'une crise d'angoisse elle est lancée, il faut l'accepter en fait, laisser venir ses émotions. C'est ça, il faut juste la laisser vivre, se dire qu'on ne va pas mourir, parce que très souvent il y a cette idée-là, c'est de se dire que ça va passer. Parce que de toute manière, de manière biologique, le corps, il ne peut pas sécréter les hormones. Donc on va parler du cortisol, qui est sécrété dans le cadre des crises d'angoisse. Il ne peut pas le sécréter indéfiniment. Donc au moment où il a plus suffisamment de cette hormone-là, hop, les choses redescendent. Par contre, en termes de méditation, ce qu'il faut bien entendre, c'est que c'est une pratique qu'il faudrait mettre en place régulièrement dans son quotidien. Et à quel moment, du coup, je dois me dire « Ah, là, il est temps d'aller consulter ». Ça impacte ma vie quotidienne, ma vie de tous les jours. Voilà, je fais de la méditation, je fais des exercices, mais ça ne suffit pas. Enfin, à quel moment je me dis « Il faut passer le cap, il faut que je me fasse accompagner par un professionnel, par un psychologue » ou je ne sais pas s'il y a d'autres professionnels. Quand on voit que finalement, tout ce qu'on essaye de mettre en place soi, on voit bien que les symptômes sont toujours présents. Alors effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire que soit on va voir un psychiatre si on voit bien que les crises d'angoisse, on est sur une crise d'angoisse ou des crises de panique qui sont très envahissantes, soit on va voir un psychologue quand on sent qu'on peut encore
pouvoir en parler, on peut encore pouvoir élaborer et tester d'autres choses. Après, en termes d'autres professionnels de soins, je pense à la sophrologie qui peut être quelque chose qui va se rapprocher des techniques de méditation. Alors, c'est pas de la méditation, mais on se rapproche un petit peu de ces techniques-là. Et puis après, si vraiment on n'a pas envie d'aller voir un professionnel du soin, on parlait tout à l'heure d'éventuels outils, on parlait du sport, on parlait des techniques artistiques, c'est des choses qui peuvent être aussi pensées. Et est-ce qu'un trouble anxieux, ça se guérit ? Ou est-ce qu'une fois qu'on l'a déclenché une fois, c'est foutu, ça reste avec nous toute notre vie ? Alors, c'est toujours du mal de parler de guérison en psychologie ou en psychiatrie. C'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué. Moi, je dirais que on apprend à vivre avec, finalement. Et c'est ça qui va être aussi un des travaux de la thérapie. C'est-à-dire que, outre découvrir pourquoi c'est là, c'est finalement d'apprendre à accepter tel que c'est. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, les neurosciences, elles en parlent. Elles montrent bien que finalement, plus on va lutter contre une émotion, plus elle risque de revenir en boomerang et de manière beaucoup plus intense. Finalement, quand on apprend à accepter l'émotion telle qu'elle est, à lui accorder une place, on va voir qu'on va la vivre beaucoup mieux et de manière moins intense. Donc pour continuer, Jérôme, vous êtes psychologue clinicien, mais aussi art-thérapeute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement l'art-thérapie ? L'art-thérapie, c'est une thérapie qui utilise les arts, comme son nom l'indique, pour se sentir mieux, pour se faire du bien et pour travailler sur certaines problématiques psychiques. Et c'est des études particulières pour être art-thérapeute ? Oui, donc il y a des études spécifiques pour l'art-thérapie. En général, c'est un DU, un diplôme universitaire en art-thérapie, qui est fait par certaines facs de médecine. Et sinon, vous avez des écoles spécifiques qui proposent aussi des certifications en art-thérapie. Donc, c'est des études qui varient entre 2 ans et 3 ans en plus d'un diplôme de base. Donc, un niveau Bac+3 ou Bac+5, suivant les écoles et les universités. Et concrètement, une séance d'art-thérapie, comment ça se passe ? Et est-ce que il y a plusieurs arts différents ? Est-ce qu'on choisit ensemble ? En art-thérapie, on n'est pas censé avoir une connaissance du domaine artistique. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir. Alors, moi, je pratique tout ce qui va être les arts plastiques. N'importe qui peut venir sans forcément avoir jamais touché un crayon et avoir une connaissance particulière en art. Par contre, il faut quand même un goût pour l'art. Parce que si on passe 1 heure autour d'une production artistique, ben voilà, il faut que la personne elle puisse quand même avoir un certain intérêt pour les arts ou l'art en général. Ça concerne tout type d'art. Vous avez autant des art thérapeutes qui vont utiliser la danse, la musique, la couture même. Enfin, vraiment, il faut voir la sculpture, enfin, vraiment tous les types, l'écriture. Ça concerne vraiment tous les types d'art. Et très souvent, dans les études d'art-thérapie, en fait, on doit avoir une pratique régulière artistique, et c'est ce qu'on va appeler notre dominante. Et après, on peut découvrir d'autres techniques artistiques, mais moi, très sincèrement, quelqu'un qui voudrait faire de la musique avec moi, je ne pourrais pas l'accompagner en musique. Moi, je connais très bien les effets des arts plastiques, quelles peuvent être les répercussions, comment ça peut agir finalement sur la personne, mais en aucun cas, je pourrais l'accompagner sur un autre domaine. Donc, si la personne, elle, se dit, moi, je sens que c'est la musique qu'il me faudrait, il faut qu'elle trouve un art-thérapeute qui pratique la musique. Voilà, après une séance, donc il n'y a pas besoin de ramener de matériel, logiquement, le matériel est inclus dans la technique. Et après, alors, c'est très compliqué de parler d'une séance parce que finalement, ça va être comme la psychothérapie, c'est-à-dire que ça va être un travail qui va se construire mutuellement avec le patient. Au démarrage, il va nous parler de ce qu'il aime faire. On va partir de ça, de ce qu'il aime faire, pour finalement l'amener à des choses un peu plus... peut-être à la fois technique, donc là on est vraiment sur le plan éducatif, mais en même temps l'amener à travailler en profondeur certaines problématiques. Et peut-être en abordant certains thèmes et l'invitant à faire peut-être des collages, faire des créations artistiques autour d'un thème. Je pense à une patiente moi, avec laquelle on commençait à travailler sur sa relation avec sa mère. Donc voilà, on a posé la thématique et à partir de là,
on a essayé de construire des choses ensemble. Et les idées, elles émergent un petit peu comme ça. Et est-ce qu'on discute? Est-ce qu'il y a un échange justement Bien sûr, cette... oui. Je pense que... Alors, théoriquement, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas besoin de communiquer, etc. Puisqu'on est autour d'une production artistique et que le travail va s'organiser autour de cette production-là. Mais en soi, oui. Voilà, on est face à des personnes, donc on va bien évidemment discuter. Et alors, chose que j'ai oublié de préciser, parce que tous les art-thérapeutes ne sont pas psychologues. Ah, d'accord. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont un parcours artistique qui sont orientées vers l'art-thérapie pour X et Y raisons. Et donc, toute la parole ne va pas pouvoir être reçue forcément par l'art-thérapeute. Dans ces cas-là, c'est à l'art-thérapeute, en tant que professionnel, de dire ça, il faudrait en parler avec votre psychologue. Donc l'art-thérapie, ça reste assez complémentaire au final avec un suivi psychologique. C'est une thérapie complémentaire. Oui, tout à fait. Et comment je choisis mon art-thérapeute? Est-ce que j'en discute avec mon psychologue? Est-ce que je le choisis en fonction des arts qu'il propose? Alors, je pense qu'il faut en discuter effectivement, soit avec son psychologue, soit avec son psychiatre. Et puis, il va falloir effectivement le choisir en fonction de l'art avec lequel soit on se sent le plus à l'aise. Après, c'est une histoire de rencontre aussi. Donc, ça va être, est-ce qu'il y a le feeling ou pas avec la personne? Enfin, voilà. Et quels sont les bienfaits de l'art-thérapie? Mais en fait, si on regarde un petit peu l'histoire, on voit bien que à la base de tout, il y a l'art. En fait, c'est pas pour dire, mais même avant l'écriture, il y a l'art. C'est-à-dire que les gens communiquaient, les gens échangeaient autour des dessins. Je pense aux grottes de Lascaux. Je vois en Grèce, Aristote parlait bien du théâtre comme quelque chose de cathartique. Enfin, on sentait bien que finalement, par l'art, il pouvait se passer des choses. Et en fait, c'est juste que parfois, quand on n'arrive pas trop à analyser ou à comprendre nos émotions, qu'on n'arrive pas à les verbaliser, juste de trouver un autre moyen pour exprimer quelque chose, ça vient soulager. Comme la parole dans une consultation de psychothérapie classique peut venir soulager les choses, quand cette parole ne suffit pas, juste de pouvoir explorer les choses autrement, ça va faire du bien. Et donc, il va y avoir vraiment un travail à la fois sur les sensations, puisqu'on utilise des outils. On utilise, quand on travaille sur toile ou sur papier, on va avoir des sensations différentes. Quand on travaille la peinture ou le pastel, c'est aussi très différent. Voilà, il va y avoir une histoire de sensations qui peut rappeler des émotions, qui peut faire réémerger des souvenirs, et c'est comme ça que ça peut aider et faire du bien. Donc on dit que c'était complémentaire avec un suivi psychologique, mais est-ce que ça peut le remplacer? Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui finalement ne vont pas ressentir ce besoin d'aller voir un psychologue et ils vont trouver des alternatives. Et l'art-thérapie peut en faire partie, peut être une alternative. Donc après, il faut le voir sur ces deux versants. C'est à la fois, ça peut très bien être une thérapie complémentaire, et puis ça peut être une thérapie qui nous suffit. Enfin voilà, je pense qu'il faut se laisser la porte ouverte. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces informations, c'était très intéressant. On arrive déjà à la fin de cet échange et généralement chaque échange se termine avec un petit blind test feeling et un peu comme la première question, comment ça va? Je trouvais intéressant de vous les poser également. Alors, une activité qu'on pourrait pratiquer quand on se sent pas très bien. Je dirais la peinture. Ah oui, étonnant. Étonnant. Moi, je vois bien, vous savez, voilà, on prend les tubes de peinture et on les balance comme ça sur la toile. On se défoule. C'est ça. Ça fait vraiment du bien. Et une chanson qui rend heureux. Alors, tout de suite, je pense, très peut-être d'actualité, la chanson de Dua Lipa dans le film Barbie. Qu'on entend beaucoup. Je trouve qu'elle donne ça donne la pêche, quoi, je trouve. On aurait filmé, j'aurais peut-être demandé une petite démo de la Corée. On va hésiter. Et un film qui vous a fait pleurer? Ah, un film qui m'a fait pleurer. Je dirais un film récent ou... Peu importe. Parce que là, je vois Le Cercle des Neiges, un film qui est sur Netflix qui parle de survivants d'un crash aérien. Ah, oui, je l'ai vu. Et j'ai trouvé hyper intense. C'est une histoire vraie, en plus. C'est une histoire, ouais. Et c'est le dernier film, en tout cas, que je vois qui m'a fait pleurer.
Et un exercice à faire quand on sent l'angoisse monter. Alors, quand on sent l'angoisse monter, je dirais c'est d'essayer de prendre des grandes inspirations et expirations, quoi. Vraiment d'essayer de s'asseoir et d'essayer de faire juste ça, tout en se disant que la crise, elle va passer, mais il faut la laisser passer. Eh bien, merci beaucoup Jérôme, ça y est, on arrive à la fin de cet échange, de cette rencontre. Et merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment très intéressant. Merci également. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On revient très vite avec des nouveaux invités pour parler sans filtre de santé mentale. Et en attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à le partager toujours autour de vous. Et je vous dis à très vite. Ce podcast est une création Santé Psy étudiant, produit par l'Acme Productions, écrit et animé par Vicky H, enregistré au studio Capitaine Plouf, avec une composition de Léo Westphal et une post-production de Simon Zrak.